Moi, on m'a dit c'est une grossesse non évolutive. Beaucoup entendent des choses du type c'est fini, il est plus là, je vois plus rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous reviendrez la prochaine fois quand ça aura marché. Enfin, vraiment des choses très qui vont dans la négation de ce qui est en train de se construire pour elles, de leur vécu. Et voilà, il y a de tout, encore une fois, hein, Oui, bien sûr. il y a des patients, il y a des gynécos qui vont prendre ce temps-là, il y a des gynécos qui ont vécu peut-être avant, qui ont vu pire dans la consultation précédente. Enfin. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Au sujet de nos papotages d'aujourd'hui, la fausse couche. La fausse couche parce que en 2022, sachez qu'en France, une grossesse sur 4 s'est soldée par une fausse couche dans les 22 premières semaines d'aménorrhée. Et une femme sur 10 risque de subir une fausse couche au cours de sa vie. Chaque année, écoutez bien, ça concerne 200 000 Françaises qui vont donc traverser cette épreuve. Le risque de fausse couche, vous le savez peut-être, va augmenter avec l'âge. À 25 ans, il est de 12% et à 42 ans, il va être de 50%. Ça augmente avec l'âge. On rappelle que la fausse couche, c'est aussi une autre manière de dire interruption spontanée de grossesse qui peut survenir au cours des 5 premiers mois. Et pour cela, j'ai 3 magnifiques invités, parce que je n'ai que des magnifiques invités dans mon émission. J'ai Charline à ma gauche, Charline Gaillot, qui est sage-femme. Bonjour. Bonjour Sandra. Charline qu'on connaît sous le pseudo Charline Sage-Femme, je crois, sur les réseaux sociaux, suivie par plus de 200 000 personnes, tous réseaux confondus. Alors Charline, j'adore que tu viennes dans mes émissions parce que tu sais parler avec bienveillance et c'est très important pour parler de ce sujet grave aujourd'hui. Tu es également chroniqueuse TV sur la chaîne Teva dans l'émission Sexo Orgasmique. Exactement. Et tu es l'autrice du livre Le grand guide de ma grossesse sereine aux éditions Marabout. Je vous le conseille 1 million de fois. Il est très, très, très bien fait. Même si vous êtes un homme, lisez-le pour aider votre femme. Hein, on est d'accord d'ailleurs en plus. Hein, ça peut servir aussi aux hommes. Voilà. Ensuite, on a Aurélie Bianchi, que je ne fasse pas d'erreur sur le nom de famille. 40 ans, tu nous viens du bassin d'Arcachon. Ouais. Tu as 3 enfants. Tu accompagnes les parents, toi, en tant que doula. Exactement. Depuis 2013 et de futures doulas également au sein du centre Envol et Matrescence. Tout à fait. Depuis 2021. Merci d'être ici avec nous. Avec plaisir. Delphine Finou, c'est comme ça qu'on te connaît. Toi, tu as travaillé pendant 8 ans dans le secteur du textile. Ouais. Tu t'es reconvertie pour te former à la couture, c'est bien ça, à la création de patronage afin de réaliser ton rêve, monter ta marque de lingerie. Et la Maison Finou, donc ta marque de lingerie, c'est une marque vraiment engagée, c'est important qu'on en parle aujourd'hui, vous allez comprendre, inclusive, éco-responsable, fabriquée à Paris. On en parlera un petit peu après, mais tu fais des choses, ce sont des bijoux. On en parlera. Voilà, teasing. Pour commencer, je vais commencer par toi, tiens Aurélie. Allons-y. Dis-nous tout, parce que alors moi je suis au courant, mais quand est-ce qu'est arrivée la première fausse couche? Moi, j'en ai vécu, heureusement, une seule. Je pense c'est vraiment le genre d'événement qu'on ne souhaite pas revivre dans sa vie. Moi, j'avais eu en plus 2 premières grossesses vraiment merveilleuses. Enfin, je n'attendais que ça, d'avoir un dernier enfant et cette dernière grossesse et ces derniers accouchements que j'allais vivre de façon idyllique. Et en fait, tout s'effondre, tout s'arrête. C'était en 2016. Et ça m'a beaucoup choquée parce que j'étais déjà formée en fait en tant que doula. Et j'avais déjà cette notion de l'accompagnement du deuil périnatal, donc le deuil autour de la grossesse, des grossesses qui s'arrêtent et les bébés qui décèdent à la naissance aussi et plus tard. Mais voilà, j'avais cette notion-là, j'étais très empathique envers ces parents-là, et en même temps, je me suis dit, j'ai eu vraiment l'impression de n'avoir rien compris à la douleur que traversent ces personnes-là quand je l'ai moi-même vécue. Et ça m'a bouleversée, mais ça m'a beaucoup questionnée aussi dans ma pratique en tant que doula, dans le fait que aussi, j'ai l'impression que personne ne m'en avait jamais parlé, qu'on m'avait jamais vraiment expliqué comment ça allait se passer dans mon corps. J'étais un peu déboussolée parce que je trouve que j'ai trouvé et je vois autour de moi que les explications du milieu médical sont souvent erronées, en décalage avec notre vécu. Leurs conseils sont pas toujours adéquats, pas toujours bienveillants. Voilà, donc j'ai eu la chance, j'ai quand même été bien accompagnée, mais j'ai été vraiment
voilà, j'ai eu plein de moments où je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais en fait, je suis en train de vivre une espèce de cauchemar. Personne ne m'explique quoi que ce soit. J'ai pas du tout les clés, j'ai pas du tout les codes». Et en fait, petit à petit, en plus, je découvre qu'on est très nombreux à vivre ça. Et ça, c'est encore plus un choc de se dire: «OK, bon, en fait, je suis pas toute seule, mais en fait, on était où, nous toutes, avant? Enfin, vous étiez où, vous, les Oui, autres, parce qu'on n'en avant?» parle pas. Parce que personne n'en parle. Donc il y a bien un problème à la base. Ouais. Tu dis waouh, c'est la vibration qui crée la matière. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour comprendre, il faut poser des questions, encore plus que ça, accepter la réponse. 48% des adultes sont en surpoids ou en obésité. Aujourd'hui, le dieu, c'est la science. Le dieu, c'est l'argent. Fou, parce que là, il y a un paradoxe. Donc en fait, on a tous besoin des mêmes choses. Incroyable. Nous sommes toutes et tous profondément humains. Et là, c'est magique, parce que la lumière se fait. Mais il y a un moment donné, le plus intéressant, c'est qu'est-ce que mon ventre il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait? C'est un sujet hyper tabou. Toi, comment tu l'as vécu et raconte d'ailleurs Ouais, bien quand, sûr. comment, pourquoi. En plus, c'est un peu particulier parce que donc c'était l'année dernière. C'était au départ une grossesse qui n'était pas prévue. Donc ça s'est transformé en un heureux événement. Et finalement, le petit cœur s'est pas développé correctement. Et en fait, c'est mon obstétricienne qui m'a dit qu'il faudrait en fait déclencher la fausse couche pour éviter que ça arrive à n'importe quel moment. Et du coup, j'ai dû faire une première interruption de grossesse, donc avec une pilule abortive. Mais elle n'a pas fonctionné. Donc 2 semaines après, on refait une écho pour vérifier, le fœtus était toujours bien accroché. Et là, elle m'explique que à cause du lobbying pro-life aux États-Unis, qui a mis la pression à Pfizer, il se retrouve médecin français, alors que ça se passe aux États-Unis, à ne plus pouvoir prescrire autant de pilules abortives qu'avant. Elle m'expliquait qu'avant, il y avait sur une plaquette, 8 pilules et que maintenant, il n'y en a que 2. Et comme elle m'en a déjà prescrit une, il faut que j'aille voir un autre médecin, donc que j'aille aux urgences, que je repasse les mêmes échos, les mêmes examens, pour qu'un autre médecin revalide le fait que la grossesse ne sera pas viable et enfin accepte de me donner une pilule abortive qui, cette fois-ci, a fonctionné, mais pendant 1 mois et demi, j'ai été en interruption de grossesse avec toujours les symptômes, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, enfin, je te rejoins sur le côté où on se sent super seul, qu'on parle beaucoup d'IVG, et encore heureux, ça a vraiment évolué, qu'on commence un peu à parler de fausse couche, mais comme c'est effectivement tabou parce que c'est super douloureux et je pense qu'il y a aussi une certaine pudeur, certaines personnes qui n'osent pas, je pense, se confier. Ça, voilà. Mais en tout cas, j'avais jamais entendu parler du cas de fausse couche qu'on doit nous-mêmes déclencher, en fait. Et le fait de prendre soi-même un cachet, bon là, en l'occurrence 2 fois, où il y a une espèce d'instinct animal où on a l'impression de tuer son bébé, alors que psychologiquement, on sait qu'il ne sera pas viable, mais c'est hyper violent. Enfin, aussi bien sur l'aspect psychique que physique, quoi. Ouais, Donc, c'est voilà. un témoignage très, très rude. Toi, Charline, des patientes que tu suis, quel est ton rôle d'ailleurs? Est-ce que la sage-femme a un rôle particulier dans la fausse couche? Ouais, tout à fait. Ça dépend où on travaille en tant que sage-femme, que ce soit les sages-femmes hospitalières, les sages-femmes libérales. Moi, en tant que sage-femme libérale, je vois les patientes, souvent elles me parlent de leur désir de grossesse et puis ensuite elles viennent me voir dès que le test est positif. J'avoue que moi, je leur parle du risque de fausse couche quand elles m'annoncent une grossesse et c'est une prise de parti de ma part, mais je pense que c'est également compliqué pour beaucoup de soignants, en fait, d'oser, alors que la patiente vient consulter pour une super nouvelle, si c'en est une pour elle, d'informer également sur le risque de fausse couche. Je me rends compte aussi, même si je suis encore une jeune sage-femme, ça fait 10 ans que j'exerce, mais mine de rien, c'est pas grand-chose dans une carrière encore. Je me rends compte aussi qu'au fur et à mesure des années, le fait que les femmes en parlent davantage, les femmes le savent de plus en plus quand elles viennent me voir et d'ailleurs, elles me posent plus de questions sur ce sujet. À partir de quand je pourrais être un peu plus tranquille, quand est-ce que je pourrais l'annoncer à mes proches. Et donc, nous, en tant que sage-femme, on est là pour leur dire que ça existe avant, les rassurer et surtout les déculpabiliser. Ce que vous dites résonne beaucoup et c'est vrai que moi, souvent, je dis aux patientes, en fait, si une patiente fait une fausse couche,
généralement, c'est pas moi qu'elle va venir voir en tant que sage-femme libérale parce que moi, je fais pas d'échographie et moi, je vais pas donner les médicaments. Donc, souvent, elles vont aller aux urgences. Donc, finalement, moi, je vais les voir quand la grossesse est en cours et une fois que l'arrêt spontané de la grossesse aura eu lieu. Et vraiment, j'essaie de créer ce lien de confiance suffisamment fort pour qu'elle se dise, OK, en fait, je peux aller voir Charline. Elle va pas me faire d'examen, elle va pas me donner de médicaments, mais juste, ça va me faire du bien de parler avec une personne que je connais et vraiment pour toutes les personnes qui nous regardent. Parfois, c'est la sage-femme, parfois, c'est le gynéco, parfois, c'est le médecin généraliste. Parfois, c'est genre même le kiné. En fait, c'est juste que si on a dans notre entourage professionnel quelqu'un avec qui on a déjà abordé de près ou de loin et quelqu'un qui serait disponible pour en parler, parfois, c'est difficile de contacter un psychologue quand on n'en connaît pas. Quand on nous donne pas de contact, et dans ces moments-là, quand on vit des difficultés, bah, c'est plus simple d'aller voir quelqu'un qu'on connaît déjà, juste un peu pour pouvoir vider son sac en dehors de l'entourage proche, quoi. Ouais, complètement. Alors, Aurélie et Delphine, pour toutes les deux, vous avez rencontré sur votre chemin des professionnels aidants et moins aidants. Enfin, j'ai bien cru comprendre ça, Aurélie. Alors, de mon côté, j'ai quand même été assez bien accompagnée. D'accord. Mais ça reste quelque chose, enfin, c'est un événement tellement violent, en fait, que on est dans la maternité, on est dans la salle d'échographie, on en sort, on est confronté aux femmes enceintes. La gynéco qui était triste avec moi, se tourne vers une maman et puis retrouve son sourire et hop, sa journée continue. Enfin, ils envoient 10 dans la journée. En fait, c'est quelque chose d'un peu banalisé où on se retrouve tout de suite un petit peu seul au monde. Après, moi, j'ai comme voilà, en tant que doula, on accompagne émotionnellement, donc moi, je suis habituée à écouter ce que je ressens et à valider ce que je ressens comme étant légitime. Et donc, j'ai passé mon temps à dire aux gens, quand tu me dis ça, quand vous me dites ça, notamment avec le milieu médical, quand on me dit, vous en aurez un autre, vous allez vite retomber enceinte. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, moi, c'est trop tôt pour l'entendre. Ouais, puis un autre, c'est pas un autre que je veux, en fait. C'est celui-là. C'est pas juste un téléphone qu'on a cassé ou un sac à main qui est un peu usé. C'est vraiment, c'est un être humain pour moi. Cette personne-là, elle comptait déjà beaucoup. J'avais déjà des prénoms en tête. J'avais déjà plein de projections qui s'étaient créées et elles sont normales parce que, enfin, on s'en veut de les avoir créées, ces projections-là, mais en fait, elles sont hyper normales. Le lien, il se tisse très vite, en fait. Aujourd'hui, notamment, puisqu'on a confiance, justement, on se dit, la médecine avance, on désire un enfant, on arrête sa contraception, on va tomber enceinte. Enfin, il y a quelque chose de très rassurant aujourd'hui autour du milieu médical. On a confiance, quoi. Et quand ça nous arrive, on tombe un peu de haut. Et moi, c'est vrai que le milieu médical, je l'ai pas rencontré voilà, j'avais ma sage-femme, je lui ai tout de suite confié ce qui m'arrivait. Voilà, on en revient à ce que disait Charline. Voilà, elle a vraiment été un de mes plus beaux piliers. Et non, par contre, j'ai énormément, vu que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de témoignages où on voit vraiment que voilà, les personnes, elles sont pas toujours comprises, même la façon dont elles sont reçues pour un arrêt de grossesse, parfois même les mots sont terribles, quoi. Sont durs. Oui, tu l'évoquais tout à l'heure. Ouais. Quel mot tu as entendu s'il y en a un qui te vient à l'esprit? Moi, on m'a dit c'est une grossesse non évolutive, et beaucoup entendent des choses du style, c'est fini, il est plus là, je vois plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous reviendrez la prochaine fois quand ça aura marché. Enfin. Vraiment des choses très qui vont dans la négation de ce qui est en train de se construire pour elles, de leur vécu. Et voilà, il y a de tout, encore une fois, hein, oui, bien sûr. Il y a des patients, il y a des gynécos qui vont prendre ce temps-là, il y a des gynécos qui ont vécu peut-être avant, qui ont vu pire dans la consultation précédente, enfin, qui sont fatigués. On sait très bien que le milieu médical est aussi surbooké, travailler dans des conditions spécifiques et compliquées aussi. Voilà, donc il n'empêche que ces parents-là, ils sont des gens en train d'être parents et justement, ce qu'ils sont en train de traverser, ça mériterait qu'on puisse au moins les orienter de façon délicate vers quelqu'un qui puisse les prendre un peu en charge, leur donner un sas de décompression, trouver des mots. Voilà, je me souviens d'une émission, par exemple, il y a les maternelles qui avaient passé justement une émission autour de ça. Ils avaient filmé une gynéco qui accompagnait une maman et elle lui disait surtout vous ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas coupable. Et
tout le monde, enfin beaucoup de personnes réagissent en se disant c'est hyper bienveillant, j'aurais voulu entendre ça. Bah, c'est vrai qu'on l'entend pas toujours, en fait vraiment on y est pour rien. Ouais. La plupart du temps, ce sont juste des accidents chromosomiques en fait. Ouais, c'est vraiment lié Tu au te sentais, toi, génome. coupable? Enfin, t'as vécu aussi ça, des mots un Mm. peu violents? Alors, j'ai eu de la chance d'avoir une obstétricienne très bienveillante et quand je suis tombée enceinte, j'en ai parlé avec ma généraliste au départ et elle m'a tout de suite dit je vous préviens, c'est une grossesse sur 5, donc comme tu fais avec tes patientes. Et effectivement, c'est bien de l'entendre dès le début, de savoir que c'est quelque chose qui peut arriver. Et effectivement, moi, à ce moment-là, quand c'est arrivé, c'était un peu compliqué sur le plan pro, perso, il y avait un peu tout qui se mélangeait. Et donc tout de suite, on a une culpabilité en se disant peut-être que j'étais trop stressée, j'en ai fait trop, etc. Et en fait, l'obstétricienne m'a tout de suite dit, quand on a vu qu'il serait pas bien, elle a fait tout de suite, je vous arrête. C'est pas parce que vous êtes en train de vivre telle et telle chose dans votre vie professionnelle ou personnelle que vous êtes responsable de ça. Bien au contraire, c'est un problème de génome, etc. Et alors, ça amoindrit pas la peine, le deuil, Bien etc. sûr. Mais par contre, c'est vrai que déjà de pas avoir le poids de la culpabilité, ça change quand même beaucoup. Enfin, ça évite d'être encore plus chargé émotionnellement, quoi. Donc, Il y a une formation particulière chez les sages-femmes ou pas du tout sur la fausse couche? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup pendant vos études? Écoute, enfin, vraiment. Alors, nous, en tant que sage-femme, nos études, c'est donc la première année commune aux études de santé, et après, pendant, communément appelée la première année de médecine, et après, pendant 4 ans, vraiment, on est très ciblé obstétrique et gynéco. Donc, c'est vrai qu'on voit dans tous les sens tout ce qui peut se passer dans la normalité Ouais. comme dans la Mais pathologie. il y a de la psycho, je sais pas, est-ce qu'il y a des cours de Ouais, psycho? on a des cours de Ouais. psycho, on a des cours de communication. Après, je trouve quand même bien insuffisant. Je pense que c'est un secret pour personne que quand même les soignants sont pas de fait les meilleurs communicants. Justement, dans un Et- domaine où Ouais, il là, faudrait. il y aurait Tout l'être. à fait. Je me demande si, je sais pas si tu as la réponse après, tu me diras, si est-ce que en médecine, bon, toi tu as fait que la première année, mais est-ce qu'il y a, il y a de la psycho? Oui, il y en a. Et puis là, les études de médecine, elles sont aussi en train d'évoluer. Maintenant, pour passer le CN, l'examen national classant, il y a aussi un oral pour évaluer comment les futurs médecins s'adressent aux patients. On doit faire mieux, on doit oser se remettre en question, et c'est vrai que on est dans une période assez compliquée parce que, comme tu le disais à juste titre, Aurélie, le système de soins est assez maltraitant envers les soignants, et même si ça explique peut-être certains mots de leur part, ça n'excuse pas. Bien Et sûr. ça, je pense que et en réalité, c'est compliqué. Tu vois, quand tu dis, peut-être qu'elle a. D'ailleurs, vous avez toutes les deux dit, peut-être qu'elle a vu quelque chose de pire avant, ou après elle repasse. Et la réalité, c'est que pour quand même la majorité des soignants, c'est pas rien. C'est qu'en fait, on doit tenir parce qu'on a encore 20 patientes à voir. Mais en fait, on rentre chez nous et on se dit, punaise, j'ai pas bien fait mon travail, je suis crevée, j'ai X patientes qui n'ont pas été satisfaites, et moi, je le sais. Et c'est un peu la double peine, en fait. C'est que, bien évidemment, qu'il y a des soignants qui s'en rendent pas compte, et il y en a d'autres pour qui c'est difficile parce qu'en fait, quand on découvre une grossesse arrêtée aux urgences, par exemple, pour une patiente qui vient consulter parce qu'elle a des saignements en début de grossesse, en fait, c'est compliqué parce que là, on se dit, OK, donc il faut qu'on lui donne ce temps-là. Et puis derrière, je sais pas, il y a quelle autre urgence qui arrive. En fait, on n'est pas aidé humainement parlant. On n'a pas suffisamment de ressources humaines, vraiment, de soignants sur place pour accompagner correctement les patientes. Avec la meilleure volonté qui soit, même si on a pris des cours de communication. En fait, ça va se jouer sur, effectivement, parfois essayer de donner les mots-clés pour se dire, j'ai peu de temps et je vais faire du mieux que je peux, mais est-ce que ça suffira? Si je peux vas-y, me permettre, rebondis, bien d'ailleurs, sûr. je crois qu'on est tellement dans un état de sidération qu'on n'est pas non plus capable de tout entendre à ce moment-là. Et Ouais. j'avais discuté comme ça avec une gynéco qui m'avait dit, mais en fait, la dame, elle n'était pas contente, elle était revenue après pour dire que je l'avais pas prévenue, je lui avais pas dit. Elle me dit, alors que vraiment, je me fais un point d'honneur à bien expliquer comment ça va se dérouler. Et je lui dis, mais en fait, je pense que vous réalisez peut-être pas, mais à ce moment-là, on n'entend pas. En fait, on est parfois en état de choc, vraiment sévère. Et il est fort probable, en effet, ça m'étonnerait pas du tout que cette dame, elle est pas Pas entendu. pas entendue.
Et donc, l'idée, c'était après de travailler, par exemple, sur un support écrit ou quelque chose, en tout cas, qui puisse rester, que la personne puisse se dire, OK, j'ai reçu les informations. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, tout se mélange un petit peu et donc, c'est difficile d'accompagner. Pour les mamans qui auraient peur éventuellement d'une fausse couche, je trouve essentiel, mais peut-être que ma question va être un peu crue. Comment ça se passe concrètement, la fausse couche? Sans rentrer trop dans les détails, mais il se passe quoi? Vous êtes sur les toilettes et il y a l'expulsion de l'embryon, je sais, mais c'est important, je pense, d'en parler, sauf si vous en sentez bien évidemment gêné. Je vais laisser peut-être Delphine parler ou si elle a envie. Non, pas de problème. Non, Après, c'est vrai que moi, c'était c'était déclenché. Donc la première, ça n'a pas fonctionné. J'ai vomi de douleur, mais je sais pas si je dois dire ça, mais parce que du coup, c'est quand même. Je trouve que c'est bien de c'est la savoir. voilà. Et puis chaque En personne, tout cas, attention, on le précise bien, chaque personne va avoir son vécu et c'est différent d'une femme à complètement. l'autre. Ouais. Mais en tout cas, faut pas être surprise si ça arrive. Et après, la deuxième fois, effectivement, on le sent passer, quoi. Enfin, désolée, c'est horrible de dire ça comme Non, mais c'est ça, important mais c'est qu'on pareil, il y a sache. plein de choses qui sortent. Il y a le placenta, il y a un mélange. Pas trop regarder, je pense. Mais moi, j'ai regardé sans faire exprès, mais bref. Mais effectivement, c'est douloureux à plein de niveaux. Oui, aussi bien psychologique. Oui, en fait, c'est physique. des déclenchements de contraction, donc forcément, c'est pas une partie de plaisir. Mais ouais, quand on le sent passer, c'est hyper douloureux. Il y a vraiment une. Et en même temps, j'étais partagée parce qu'il y avait une part de moi qui était soulagée, enfin, que ça puisse prendre fin. Oui, parce que toi, c'était Ouais, particulier, un mois et ça demi, faisait un franchement, moment, un c'était mois et demi. super long. Et surtout de continuer d'avoir des symptômes de grossesse et tout. Et en même temps, c'est hyper douloureux. Et je pense qu'il y a une espèce aussi d'instinct animal. Il y a plein de choses à plein de niveaux. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon vécu personnel. Bien sûr, mais c'est votre vécu. En tout cas, si quelqu'un vomit, ce n'est pas grave. Et c'est pas systématique non plus, quoi. Toi, Aurélie, tu as des choses à nous décrire, si tu as envie de décrire. Moi, j'ai d'abord eu des saignements. Je suis allée voir l'hôpital, la maternité. On a fait une écho. On m'a dit que tout allait bien. On voyait le petit cœur battre et tout. Et en fait, je pense qu'il y avait déjà des indices qui devaient indiquer que ça n'allait pas. Mais on m'a dit après, et pareil, les trucs qu'on n'entend pas, on m'a dit après, mais on vous avait prévenu qu'il y avait un décollement placentaire ou un décollement, enfin bref. Et je dis, ah bon, je me rappelais pas. Donc bon, moi, je suis partie de là sereine. Et en plus, donc, je vais chez mes parents, je l'annonce chez mes parents. Ouais, donc vraiment, alors que... Et puis je saigne de plus en plus, je me dis, c'est bizarre quand même. Je retourne la semaine suivante et en moi, je sens que c'est fini. Mais je veux pas me l'avouer. Il y a vraiment une espèce d'ambivalence où tout me dit que c'est terminé, mais ça l'est pas. Et donc, ce sont moi les saignements qui m'ont indiqué que c'était la fausse couche, l'arrêt et l'expulsion même était en train de se faire. Et donc moi, la médecin m'a donné un médicament à prendre chez moi. Et en fait, je l'ai pas pris. Et j'ai pas eu le temps de le prendre parce que ça s'est fait tout seul. Donc l'embryon s'est expulsé tout seul. Donc c'est vrai que on peut le dire, des détails comme ça. C'est peut-être dur à entendre, mais en effet, on peut le sentir. Moi, je l'ai senti vraiment passer dans le vagin, quoi. Cette c'est un mini accouchement, en fait. Ça ressemble à un accouchement. C'est quand on a déjà accouché. Moi, je trouve que du coup, moi, ce sera le premier. Mais c'est vrai qu'il y a des contractions. Tu sais déjà faire, Delphine. Voilà. Oui, parce que la bonne nouvelle, parce qu'on l'avait pas encore dit, mais pour ceux qui ont regardé, la bonne nouvelle, c'est que il y a un bébé là. Oui, c'est pour très bientôt. Ouais. Ou quand l'émission sera diffusée, ça sera peut-être déjà arrivé. Donc il bouge bien là, je le sens. Bon, c'est il, on sait tout maintenant. Voilà. Mais je te laisse poursuivre, Aurélie. Mais non, mais voilà, du coup, moi, ça s'est fait tout seul. Et un truc qu'on peut dire aussi, c'est que ça arrive souvent aux toilettes. Et c'est vrai que quand on sent que l'embryon est tombé, il y a pareil, encore une fois, un état de sidération. Et je sais qu'énormément de femmes tirent la chasse d'eau. Justement, alors c'est la question que je n'osais pas poser, mais voilà, allons-y, allons sur ce terrain. Il se passe quoi après? C'est-à-dire que vous faites l'acte terrible, psychologique de tirer la chasse d'eau. Je sais qu'il y a des mamans qui prennent quand même. Moi, je l'ai récupéré. Voilà. Ouais, j'ai osé le faire. Tu en as fait quoi? Je l'ai enterré quelque part dans un endroit que. Qui permet de faire le deuil, peut-être aussi. Ça fait partie des choses qui m'ont fait du bien. Ouais. Qui m'ont fait du bien. Faire le deuil, je trouve que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. En tout cas, pour moi, ça a été
plus long. Moi, ça va faire 8 ans maintenant. Ou alors, ça fera 8 ans quand l'émission sera passée, parce que c'était au mois de novembre. Et donc, voilà, l'année dernière, ça allait bien. Cette année, je sens que je suis dans une espèce de truc où c'est comme si je l'oubliais un peu, comme si je le sentais plus près de moi, parce que c'est comme un petit être que j'ai dans mon cœur tout le temps, auquel je pense Oui, tu as tout le 4 temps. enfants dans ta tête, je suppose. Un peu, Ouais, c'est ça. d'une certaine manière, c'est un peu ça. Et donc voilà, et là, j'ai vraiment cette impression qu'il y a un éloignement là cette année, où je suis beaucoup moins dans les pensées. Ça veut pas dire que tu l'oublies, hein, c'est juste que le temps passe et que Mais en tout cas, le fait de l'enterrer à un endroit, de l'avoir récupéré, de pas avoir tiré cette chasse d'eau, j'étais vraiment contente. On ne juge pas les personnes qui tirent la chasse d'eau, Non, bien mais évidemment, non. parce que je vais passer à Delphine et je n'ai aucune idée de si elle a tiré ou pas la chasse d'eau. Encore une fois, je pense qu'on On le vraiment, vit moi, comme à ce moment-là, je me revois en train de me dire qu'est-ce que je fais en fait, et je crois que c'est vraiment un réflexe. On se dit mais non, je peux pas, je sais pas, je sais En tout plus. cas, toi, Aurélie, c'était pas ce que tu voulais. Tu voulais pas tirer la chasse d'eau. Je me suis raccrochée au fait que je m'étais déjà posé la question, si ça m'arrivait, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais pouvoir récupérer l'embryon, l'enterrer. D'accord. Ah oui, il y avait déjà quand même toute une réflexion de par ton métier. De par mon métier de doula. Toi, Delphine. C'est vrai que j'ai tiré la chasse, par contre. Non, on juge pas. Peut-être que toi, tu avais besoin de ça pour peut-être psychologiquement, une libération. Je pense qu'il y avait ça. Bon, après, j'ai passé la journée au lit à pleurer et voilà. C'est sûr. Mais oui, j'avoue que pour le coup, enfin, c'était tellement particulier aussi qu'il y avait un truc de libération, je pense. Donc, mais c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, ouais, effectivement, je comprends qu'on puisse avoir envie de le récupérer, de l'enterrer. C'est propre à chacun, ça. Enfin, oui, vraiment, mais c'est ça. C'est le message qu'il faut délivrer. Hein, chacun, mais je pense que c'est bien d'avoir les deux témoignages parce que peut-être que quelqu'un se retrouvera plus dans l'un ou dans l'autre. C'est une pure coïncidence. C'est du culpabilisant aussi de t'entendre dire, c'est soulageant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, moi, qui me transmettent que c'est horrible d'avoir fait cet acte-là. Et en fait, peut-être que... Et Delphine ne le vit pas comme ça. Voilà, c'est très bien de l'entendre. Ouais, non, c'est là où du coup je me dis, ok. Enfin, du coup, je me questionne, je me dis peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Non, il n'y a pas. Non, Charline, d'ailleurs, toi, des contacts que tu as avec tes patientes, il y a les deux sons de cloche, j'imagine, celles qui préfèrent garder le petit être, l'enterrer, d'autres qui tirent la chasse d'eau pour la libération. Il y a exactement les deux sons de cloche. Il faut surtout pas juger. Il y a des personnes qui ne savent pas non plus. Par exemple, je pense à une patiente pour qui ça s'est fait dans la douche. Ah, intéressant. Et pareil, ça l'a sidérée. Elle voulait absolument pas regarder. Elle a appelé son compagnon et elle lui a dit, en fait, fais-en ce que tu veux. En fait, me le dis pas, ou peut-être plus tard. Donc, de toute façon, qui plus est, dans la vie, on ne se compare pas, on ne se juge pas, mais alors qui plus est dans ce genre de... Tout est déjà suffisamment difficile, donc on se rajoute pas de la culpabilité, on se rajoute pas de la comparaison. C'est bien de savoir tous les champs des possibles, et c'est tout. Voilà. Parlons de l'effet sur le couple. Là, parce que c'est un événement très fort pour vous en tant que femme, mère. Mais qu'est-ce que ça donne dans le couple? Comment le vit le papa? Parce qu'on l'oublie pas lui aussi. Ouais, non, c'est hyper dur. Mais je trouve que c'est une véritable épreuve pour un couple. Et il y a souvent beaucoup de couples qui explosent après. Bon, finalement, nous... Non, là, ça a explosé, mais autrement, on va dire. Mais non, c'est dur. Et puis, en fait, on ressent pas les mêmes choses. Enfin, même si c'est la même expérience. En fait, je sais que lui, il a plus vécu sur une part d'injustice, de colère, etc. Moi, c'était plus de la tristesse, j'aurais dit, de l'épuisement. Enfin, on le vit pas du tout pareil. Et puis, toujours aussi le fait de porter le bébé. Il y a toujours aussi un décalage. Mais en fait, c'est propre à chacun. Enfin, lui, il a réagi comme ça, mais j'imagine que si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait pu complètement réagir différemment. En tout cas, voilà, on parle de ton histoire et lui était plutôt dans ce genre de sentiment. Bah, lui, il était, je pense, plus en colère. Il comprenait pas pourquoi ça nous arrivait. Pourquoi nous? Ouais, voilà, exactement. Du coup, c'était ça, Oui, il était dans le soutien quand même, du coup. Oui, bien sûr. Ou justement plutôt en retrait parce qu'il avait du mal à digérer cette nouvelle. Bien sûr. Il a été vraiment d'un vrai soutien. Je pense qu'on a fait notre deuil différemment, mais c'est vrai que derrière, tu as aussi une phase où il y a beaucoup de conflits parce que tu comprends pas forcément. Et effectivement, je pense que la personne qui porte l'enfant a besoin de plus de temps
parce que c'est aussi physiquement, c'est encore un instinct animal, je me répète là-dessus, mais Je vois. je sais que moi, j'avais besoin aussi d'aller au terme de cette grossesse, en fait, enfin, de dépasser ce moment. Et ce qui est très bizarre, c'est que je suis retombée enceinte à 1 mois après, à la même période. Donc, c'était très déstabilisant Ah oui. aussi. Peur de revivre la même Ouais, situation. un peu le sentiment de try again. Enfin, Oui. et à chaque fois qu'il y avait une écho, enfin, c'est là où tu vois que le deuil, il est pas terminé, le travail aussi sur cette expérience est oui, pas conclu, entre guillemets, ou enfin, maintenant que je le sens bouger, j'ai moins ces angoisses-là, mais je sais que même 1 semaine avant la prochaine écho, j'étais en stress, toujours peur que le petit cœur s'arrête Quand de t'annonces battre, une mauvaise etc. nouvelle. Ouais, ou même quand j'ai une amie qui m'annonce sa grossesse, je suis hyper heureuse. Je dis: «L'écho, c'est quand?» Et quand je sais qu'il y a la date de l'écho, je suis hyper stressée pour elle. Enfin, Parce que tu as vécu ça. ouais, exactement, parce que j'ai peur que ça lui arrive et je sais à quel point c'est douloureux et je ne souhaite ça à personne mais malgré tout, je pense qu'effectivement, d'en parler, ça permet à tout le monde d'être un peu plus préparé et conscient que ce sont des choses qui Ouais, c'est le but aujourd'hui. arrivent. Ouais, et justement, c'est hyper important, enfin, de vraiment lever le tabou et Toi, libérer la Aurélie, parole. ton conjoint, il était dans le soutien complet. Et en plus, toi, il y a autre chose, et on va en parler parce que tu en as fait un livre. Ouais. Et il y a tu avais J'avais déjà des enfants. deux Voilà. garçons, Comment ouais. ça s'est passé, la communication, et avec ton conjoint et avec les enfants? Bah, mon conjoint, il a eu ce moment d'effondrement avec moi. On a vraiment vécu ce chagrin ensemble. Après, c'est aussi lui qui m'a un peu poussée à retrouver un peu d'énergie, mais aussi qui a pris en charge la maison. Enfin voilà, qui me laissait des moments pour me reposer ou pleurer les masses, voilà, à certains moments. Enfin, vraiment, il a été hyper compréhensif, mais toujours avec ce décalage, en effet, je l'ai pas vécu dans ton corps et je sais pas comment tu le vis, en fait. Je peux pas me mettre à ta place. Et je crois que même s'il se projetait en tant que papa, ça va pas aussi loin et c'est pas aussi puissant ou intense. En tout cas, pour lui, ça l'était pas. Je sais qu'il y a des hommes pour qui c'est très vite le cas, ou des compagnes, mais je sais que lui, il y avait sûrement cette petite retenue encore ou plus des choses matérielles aussi qui viennent à la tête. D'abord, en premier, je pense que ouais, il était sur ce plan-là, alors que, en effet, moi, je le vivais vraiment C'était dans mes viscéral. tripes, quoi. Ouais. Ah, ce truc animal, ça me parle beaucoup. Ouais, Et complètement. donc voilà, et il a fallu l'annoncer à nos enfants parce que nos enfants étaient au courant qu'il y avait une grossesse en cours. En même temps, je me dis, ça se voit juste sur nos tronches, quoi. Ils ont 4 et 6 ans. J'étais hyper heureuse et tout. Et forcément, quand je suis triste, c'est pareil, je suis un livre ouvert. Et on leur a expliqué, ils ont été... Enfin, moi, pareil, encore une fois, je suis doula, j'ai l'habitude d'expliquer les choses de façon claire. J'avais fait cette démarche-là avec mes enfants depuis qu'ils étaient tout petits. Donc, j'ai pris le temps de leur expliquer. Ben voilà, il y avait un petit bébé dans mon ventre et il était en train d'une petite graine, elle était en train de grandir et puis, à un moment donné, son cœur n'était pas assez fort et puis elle a arrêté de vivre, elle est morte et puis après, ils ont pleuré. Ils posent des questions très crues, les enfants aussi, du style, mais alors il part comment? Il va y avoir du sang et Un comment... peu ce que j'ai posé finalement comme question. Hein. Exactement. C'est parce que c'est tellement tabou qu'on ne pose jamais ces questions-là. C'est Donc, Ouais. et donc, comment as-tu répondu? Mais je leur ai expliqué très simplement. En fait, les enfants, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin aussi de vérité, mais appropriée Bien à leur sûr. âge, Pas adaptée. que ça soit trop cru. Voilà, donc je leur ai expliqué, oui, que comme quand j'ai mes règles, parce qu'ils savent comment se Oui, ils passent savaient. les règles, mais un peu comme quand j'ai mes règles, je vais avoir du sang qui va sortir par mon vagin et par ma vulve, et donc je vais sûrement avoir le bébé qui va sortir par là. D'accord, ok. Donc, comment ça fait? Ça fait mal au ventre? Pour moi, il n'y a pas de Voilà. tabou, il n'y a pas de non-dit. Alors, tu en as fait un livre. Ouais, Ça faut que j'en parle. Oui, merci. Ce livre-là, La petite graine qui n'avait pas poussé, Mmh. tu l'as auto-édité, Oui. illustré par Jérémia Bouquet. Ouais. C'est super joli. Merci. Voilà, je montre juste une page au hasard, pur hasard, mais elles sont toutes très bien. Ouais, C'est génial, merci. ça, pour les mamans et les papas, d'ailleurs, puisque c'est vécu en couple, qui ont besoin d'expliquer ça à leurs enfants. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est que j'entendais tout. Du coup, à un moment donné, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes me disaient, mais comment on fait pour en parler à ses enfants? Parfois, ils n'ont même pas annoncé la grossesse aux enfants. Là, c'est compliqué quand c'est pas annoncé. D'ailleurs, Jarline, souvent, les mamans,
Et j'ai mon avis d'ailleurs, moi, en tant que maman, sur cette question. Quand elles sont enceintes, elles veulent pas dire avant les fameux 3 mois. Alors moi, je l'ai dit, dès le premier jour, je me dis, il existe déjà, donc quoi qu'il arrive, il est là. Pourquoi? C'est un message qui est beaucoup donné par les professionnels de santé? Ou pas? Je sais pas si c'est plus donné par les professionnels de santé que par les mamans, Ah, j'avoue. peut-être, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est forcément ce tabou de la fausse couche, en fait, C'est ça. auquel on n'a pas envie d'être confronté. Moi, j'ai tendance à dire, annoncez-le aux personnes à qui vous vous sentirez à l'aise d'annoncer si la grossesse n'évolue pas. Tellement, ouais. Bien évidemment, c'est possible de pas encore l'avoir annoncé, je sais pas, par exemple, à sa maman. Et finalement, là où on voulait lui annoncer, on annonce qu'il y a une fausse couche. Mais c'est vrai que parfois, c'est plus simple quand nos proches le savent déjà, de Oui. dire qu'ensuite ça se développe pas parce qu'ils vont pouvoir nous soutenir. Exactement. Donc il y a pas de règle, même dans le monde professionnel. Ouais, les 3 mois en silence, c'est lourd, c'est pesant. Il y a plein de symptômes, il y a plein de fatigue. Il y a le risque de fausse couche, mais en tout cas, ces 3 mois, ils sont pas venus de nulle part. C'est qu'effectivement, quand même, le risque d'arrêt spontané de la grossesse diminue après 14 semaines. Oui, c'est ça. Ça vient de ça. Oui. Et puis après, ça s'est transmis de génération en génération, de femme à femme. Et moi, sincèrement, et je pense que vous êtes d'accord parce que je voyais des oui, je pense que de toute façon, il n'y a rien de tel que de le dire depuis le début. Ouais. Comme ça, s'il y a un problème, on est soutenu par l'entourage. C'était nous ce qu'on avait fait aussi. Évidemment, on l'avait pas dit à tout le monde, mais les Oui. personnes dont on était très proches, où on se disait, en fait, si on vous le dit maintenant, parce que si ça se passe pas bien ou il se développe pas correctement, en fait, on préférerait que vous soyez au courant pour nous soutenir. Et c'était chouette, en tout cas, qu'on soit raccord, lui et moi, sur l'envie de le dire, parce que j'imagine que dans certains couples, il y a peut-être une personne qui a envie de le dire et l'autre non. Et là, nous, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc finalement, ça a aidé. Effectivement, après, il y a des personnes à qui tu l'annonces a posteriori, ou du coup, là, je suis en train de Oui, qui vivre peuvent ne pas ça. comprendre en plus. Ah bon, ils apprennent en même temps que tu étais enceinte, que tu vis une fausse couche, ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, en tant que doula, c'est un conseil. Tu donnes quel type de conseil? Plutôt de le dire, de pas le dire, enfin de faire en fonction, j'imagine, de la mère. Comme Charline, je leur dis en fait d'en parler. C'est surtout une question qui se pose parfois une fois qu'on l'a vécu, parce que C'est ça. justement quand on retombe enceinte, on se demande. Et moi justement, je m'étais coupée de tout le monde. Je voulais plus en parler à personne de ma nouvelle grossesse. Et en fait, en effet, je trouve qu'on passe à côté d'un soutien qui mériterait qui pourrait être là si on a peur, justement, si on a des doutes, si on traverse quelque chose de difficile. Et c'est exactement ce que je dis. Je leur dis, mais si vous avez besoin d'en parler, parlez-en à des personnes. Peut-être que ça peut être, encore une fois, le médecin généraliste, ça peut être la sage-femme, mais une personne à qui on sait avec qui on trouvera du réconfort, de la bienveillance, si ça nous arrive à nouveau, ou si ça nous arrive pour la première fois, en l'occurrence, puisque finalement, dans ce malheur, Aurélie, ça t'a donné envie d'écrire. Parce que je relisais ma fiche. L'année dernière, en 2023, tu as auto-édité un roman, Jusque dans une autre vie. Donc là, la protagoniste de ce livre a vécu plusieurs fausses couches. C'est bien ça. Ouais. Et tout récemment, tu as auto-édité un oracle pour les parents, vivant un deuil périnatal, illustré par Juliette Louve. Et il s'appelle l'oracle des petits murmures. Ouais. Donc le but de cet oracle, c'est de soutenir les parents, de soutenir ces parents-là, de leur donner des outils, de l'information aussi, parce qu'ils sont vraiment perdus en général dans ce qu'ils traversent. Encore une fois, il y a de plus en plus de soutien, et il y a ce balisage auprès du milieu médical, mais le milieu médical, on le voit tout de suite dans l'immédiat, et puis sur le long terme, on est un peu seul, livré à soi-même. Donc l'idée, c'était de les soutenir, de les informer, mais de remettre du doux aussi dans leur vécu de parents endeuillés. Parce que quand c'est difficile au quotidien, il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent, et voilà. Moi, c'est très bien. Il y a aussi la maison Finou. Donc, parlons-en quand même, parce que je trouve ça très important. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Enfin, j'aimerais dire que là, tu travailles actuellement sur plusieurs projets. Moi, je trouve ça génial. Une culotte de contention pour les femmes enceintes. Une orthèse, j'ai le droit de dire, tous les projets, c'est pas secret. Une orthèse pour une personne ayant eu un cancer des testicules. Une culotte pouvant accueillir une poche externe en cas de stomie. C'est génial. Et un soutien-gorge post-mastectomie en co-création. L'idée t'est venue de quoi? De la fausse couche ou pas du tout? Ah non, c'était déjà, le projet de base de Maison Finou, la possibilité de proposer de la lingerie ou des maillots de bain à toutes les morphologies, peu importe son moment de vie, son corps, son histoire, et la possibilité justement d'adapter
en ayant toujours envie d'allier esthétisme et confort, mais voilà, en tout cas de permettre aux personnes, là je pense typiquement aux personnes qui ont un cancer du sein, de sortir aussi de cette étiquette de malade. Et du coup, voilà. Et en fait, on a eu de plus en plus de clientes qui ont fait appel à nous par rapport au cancer du sein. Donc, on avait déjà un modèle. Et en fait, en rencontrant toutes ces femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de prothèses différentes, de textures, de formes, etc. Et qu'en fait, chaque cancer était très spécifique, très unique, en fait. Et son rapport à la maladie aussi. Et on a eu envie de développer un nouveau modèle en co-création avec plusieurs de nos clientes et aussi des femmes qui se sentaient investies par le projet, etc., qui avaient envie de contribuer. Et du coup, c'est sur quoi on est en train de travailler. Mais voilà, en parallèle, on fait aussi des projets en sur-mesure. C'est super, bravo. On arrive sur la fin de l'émission. J'ai envie de demander à Charline, ce que je demande souvent à tous mes invités, s'il y avait une phrase à dire à la personne, là, qui est enceinte, qui craint d'avoir une fausse couche, qu'est-ce que tu lui dirais? Une seule phrase, Sandra, c'est dur de nous. Oui, bavarde, c'est pas grave. On va dire que l'expression, c'est une phrase. Je sais très bien que tu vas nous en faire un roman, mais vas-y, on a le temps. C'est dur. Tu veux que je demande à quelqu'un d'autre? Non, mais avant? c'est pas grave. Pour les autres phrases, elles sont page 42 de mon livre. Alors, vas-y, dis-le. Page 42? De 40 à 42. De 40 à 42 dans le livre de Charline. Pour les personnes qui ont peur, je leur dirais que de toute façon, comme elles sont pas responsables, elles peuvent pas faire pour l'éviter. Juste faire confiance à leur corps, l'écouter, et c'est tout. Le reste, elles sont pas responsables. C'est très bien. C'est très, très bien. Le reste, c'est page 40 à 42 dans le livre. Je dis pas plus. Delphine, moi aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à cette femme enceinte qui nous regarde et qui se dit j'ai peut-être peur de faire ou de refaire une fausse couche. Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, on pourrait très bien dire garder espoir, mais je pense que c'est surtout prendre soin de soi, en fait, et aussi accepter que y ait ces peurs qui soient présentes et que c'est pas illogique qu'elle ait ces craintes-là, etc. Et au contraire, qu'elle essaye de retrouver une certaine sérénité, mais qu'en fait, c'est normal ce qu'elle traverse. C'est normal. C'est normal, en fait. Ouais, d'accepter. Et quand ça va pas, où on a des moments un peu de mou, c'est se cajoler, prendre soin de soi, et voilà. C'est ce que je dirais. Merci. Bon, tu arrives après tout ça, Aurélie. Quelle phrase t'as le droit de C'est bien, répéter? du coup, moi, je peux faire un peu plus court pour compléter. Ça peut être une phrase choc ou un peu longue. Moi, j'aime bien dire de restez pas seul. Restez pas seul avec ça. Vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, c'est pas pour minimiser ce que la personne traverse, mais pour dire qu'on est nombreux et nombreuses à le vivre. Et de façon tous très différentes, mais voilà, on est là aussi pour se soutenir les uns les autres, et puis il y a des belles ressources comme des personnes bienveillantes qui sont là pour nous accompagner, et autant faire appel à ces professionnels-là ou ces personnes-là avec qui on trouve du réconfort. Très beau message. Bon, alors, je fais toujours un petit jeu de fin. Je peux quand même rajouter une petite phrase. Allez, parce que Charline, elle faisait des signes comme ça. C'est une phrase qui est connue, mais je me dis, si jamais il y a ne serait-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo qui l'a jamais entendue, je trouve qu'elle décrit tout ce qu'on a partagé. C'est que dans le mot fausse couche, la seule chose qui est faux, c'est le mot, mais jamais ni la grossesse, ni le ressenti. On pouvait, alors je suis sans mots, on ne pouvait pas, oui, on peut applaudir. On ne pouvait pas ne pas la dire. Voilà, on ne pouvait pas ne pas la dire. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon, j'ai un petit jeu de fin. C'est le jeu du tu préfères. Ah oui, je vous l'ai pas dit ça. C'est le jeu du tu préfères. Ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, c'est juste pour apprendre à vous connaître. Charline connaît déjà. On lance le dé et il y aura écrit tu préfères ceci ou cela. C'est juste pour apprendre à mieux vous connaître. Je commence par Delphine. D'accord, très bien. Tu le lances et tu y rattrapes et il va se passer quelque chose. Alors, tu préfères. Oui, je préfère pouvoir rembobiner le temps ou mettre sur pause le temps. Mettre sur pause le temps. Ah oui, ça te permettrait de faire quoi, de mettre pause prendre plus de temps pour moi. Ouais, c'est une très bonne raison. Tu peux passer à ta voisine le dé.
savoir la date de son décès ou savoir de quoi on va mourir. Oui, c'est pas très wow. joyeux, hein, mais c'est philosophique. Il faut que ça tombe sur moi, ce genre de choses. Ça te parle? Ah oui, je suis très phobique de la mort, en général. Ah, d'accord. Ma psy va rigoler. Non, peut-être savoir de quoi je vais mourir. Je pense que ce serait le moins difficile à vivre. C'est pas facile, ça. Ouais. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est Mais pas bon, simple. Non. tu tomberas pas dessus ou même si Ouais, tu tombes, t'as j'espère. pas le droit. Il faut que tu en prennes une autre. Tu préfères toujours connaître la vérité ou toujours avoir l'esprit tranquille? Waouh. Insouciance j'aurais- ou pas insouciance? Ouais, j'aurais bien envie de dire toujours avoir l'esprit tranquille, mais non, j'aime trop connaître la vérité. Voilà, tu préfères l'un, mais t'aimes trop Voilà, connaître la vérité. exactement. Ok. Merci en tout cas. Alors, je rappelle qu'on retrouve le livre de Charline, Le grand guide de ma grossesse sereine, aux éditions Marabout. Marabout. Oui, c'est bien ça, aux éditions Marabout. Donc voilà, à ne pas. Et puis sur les réseaux sociaux, hein, Charline, sage-femme. Tout à fait. Voilà. Pour Aurélie, alors sur les réseaux sociaux, on te trouve comment? Alors, moi, c'est Aurélie, Histoire de Plume, sur Instagram, Facebook. Je crois que je suis sur TikTok aussi. Voilà. Ouais. Tapotez, pas vous beaucoup trouverez. Voilà. 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 Et Delphine, dis-nous, enfin bon, tout ton Instagram, surtout de la Maison Finou. Oui, bien sûr, c'est simplement Maison Finou et Delphine Finou, voilà. Voilà. On a un site internet aussi. Allez voir ça, c'est très intéressant. Merci encore pour tous ces témoignages, pour ton expertise. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC Talk.